Focus. Gustave Flaubert, le fils retrouvé. Fascicule de 47 pages, édité à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain normand de renommée internationale Gustave Flaubert. Cette publication comprend 13 parties et contient de nombreuses reproductions photographiques de sa famille, d'amis et des lieux et objets si chers à l'auteur. Illustration de couverture. Timbre-poste de Flaubert. Flaubert 1821-1880. Dessin de Paul-Pierre Lemagny. Gravure de Eugène Giraud. Impression taille douce, 1952. Musée de la Poste, Paris, La Poste, 2020. Au sommaire. Page 3, Flaubert le mal-aimé. 7, Flaubert ou le bovarisme. 8, Enfance et jeunesse de Gustave. 14, Flaubert et ses éternels amis. 18, L'ouverture sur le monde. 21, Écrire, écrire, écrire. 24, Croisset, le gueuloir. 28, Le Rouen de Flaubert. 34, Flaubert et son style. 38, Quatre femmes de Flaubert. 44, Les objets de Flaubert. 46, Flaubert et la Saint-Polycarpe. 47, Bibliographie. Page 2. Photo de la sculpture de Flaubert, place des Carmes à Rouen. En 1907, le sculpteur Bernstam, Bernstam, réalise une statue de Flaubert en pied. Il y est représenté dans une attitude désinvolte, un pouce dans la poche. Les plis de son pantalon sur les chaussures montrent qu'il se moque vraiment de son apparence. C'est un comité parisien qui l'offre à la ville de Rouen, laquelle se contentera de trouver l'emplacement rue Thiers, actuelle rue Jean Le Canuet, le long de l'église Saint-Laurent. En 1941, pendant l'occupation, elle est fondue par les nazis. La statue originale a aujourd'hui disparu, mais grâce aux moules conservés, une nouvelle statue est érigée place des Carmes en 1965. Page 3. 1821-2020. Flaubert, le mal-aimé. Mal, entre parenthèses. Longtemps, Rouen a préféré Jeanne d'Arc et Corneille à Flaubert. Déjà à son époque, la préférence était à son père, Achille Cléophas, 1784-1846, chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu, un homme, entre guillemets, utile à la nation, qui se voit attribuer une rue dès 1867, 21 ans après sa mort. Puis c'est au tour de son frère, Achille, 1813-1822, d'avoir une rue pour les mêmes raisons. C'est ainsi que le nom de Flaubert a évoqué pendant des années pour les Rouennais le nom du grand chirurgien-chef de l'hôpital. De son vivant, Flaubert restera Flaubert Gustave, le fils de, le patronyme écrasant le prénom. En 1872 s'ajoute l'indifférence du conseil municipal de Rouen, trouvant un emplacement pour la fontaine consacrée à Louis Bouillet, monument en hommage à son ami disparu. Les élus de la ville ont peu de sympathie pour Flaubert, et lui-même n'en a pas pour la ville. Il écrit d'ailleurs, ouvrez les guillemets, « Conservateurs qui ne conservez rien, classe éclairée, éclairez-nous. Tout votre effort intellectuel consiste à trembler devant l'avenir. » En fait, Flaubert cible non pas la population dans son ensemble, mais les édiles de la ville.
À supposer que Rohan revienne peu à peu vers Flaubert en le glorifiant d'une stèle 10 ans après sa mort. En 1890, Il faudra attendre 1907 pour que la ville se dote d'une statue de Bernstam à l'effigie de l'écrivain. Rohan lui manifeste enfin l'intérêt lorsque le 11 juin 1951, Jacques Chastelain, maire de Rohan, inaugure une moitié de rue en son nom, prolongement de la rue de Crosne jusqu'à l'Hôtel-Dieu. Mais ça y est, Flaubert marche désormais d'égal à égal avec Corneille et Jeanne d'Arc quand on lui attribue en 1966 un lycée. C'est aujourd'hui chose faite, la consécration implique le grandiose. le 25 septembre 2008, Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie et de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, inaugure avec Valérie Fornéron, maire de Rouen, et le conseil municipal, le pont Flaubert, pont levant, routier, traversant la Seine. De nos jours, l'ultime reconnaissance que la métropole offre à son enfant est la construction du futur quartier Rouen-Flaubert, rive gauche, près de la Seine. Le bicentenaire de sa naissance est donc le moyen de redécouvrir cet auteur mal aimé, par la société, utilitaire et marchande de son époque. 2 siècles plus tard, les mœurs ont évolué et Madame Bovary est lue d'un autre œil. L'année 2021 fête Gustave Flaubert, le fils retrouvé. Ce livret est une invitation à mieux connaître ce grand romancier. Vous ferez un voyage dans les différentes strates du temps et de l'espace, des lieux de sa biographie et de ses fictions aux lieux patrimoniaux. Page 5. À la suite d'une consultation des habitants de Rouen pour trouver un nom au 6e franchissement de la Seine, celui de Gustave Flaubert est choisi. Le pont Flaubert est construit entre 2004 et 2007 et mis en service l'année suivante. L'ouvrage est en béton et acier, c'est le plus haut pont levant du monde. La hauteur totale est de 86 mètres et sa longueur de 670 mètres, sa portée de 120 mètres. Le pont Flaubert traverse la Seine, en aval du pont Guillaume le Conquérant, qui marque la limite fluviale et maritime. Ainsi, il relie l'A150 au nord, c'est la route de Dieppe, à la rocade sud de Rouen, vers l'A13, la route de Paris. Pendant l'Armada, il permet aux grands voiliers, comme aux paquebots de croisière, de se montrer au cœur de la ville. Photo du pont Flaubert pendant l'Armada avec son tablier levé. Page 6. Une photographie de Gustave Flaubert par Étienne Carjat, célèbre photographe et journaliste, au XIXe siècle. Carjat, C-A-R-J-A-T. Page 7. Flaubert, ou le bovarisme. Qu'est-ce que l'écriture? Le grand art. Gustave Flaubert se donne à l'art toute sa vie. L'écrivain est souvent considéré comme un être d'encre et de papier qui se dissimule derrière ses personnages. Est-ce le cas de Flaubert? Non. Flaubert a le principe de l'impersonnalité. Il invente totalement ses histoires. Une des règles, c'est qu'il ne faut pas s'écrire. Comment l'écrivain trouve-t-il la motivation à s'atteler à son bureau pour écrire pendant des heures, des journées, des mois, des années, sans faiblir? Flaubert, lui, enfourche son cheval d'écriture et part au galop. C'est à travers la correspondance, ses manuscrits, ses brouillons, ses notes, que sa silhouette de colosse se construit en nous apprenant que l'écriture est nécessaire à sa raison de vivre. Après la parution de Madame Bovary, Gustave Flaubert écrit à Marie-Sophie Leroyer de Champy le 18 mars 1857. Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée. Je n'y ai rien mis, ni de mes sentiments, ni de mon existence. L'illusion, entre parenthèses s'il y en a une, vient au contraire de l'impersonnalité de l'œuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son œuvre, comme Dieu dans sa création, invisible et tout-puissant, qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voit pas. Fermez les guillemets.
Flaubert a la capacité de percevoir ce que sont les autres. Ce n'est pas de la toute-puissance, mais de l'attention. Cette attention glisse sur tous les êtres, les choses, les paysages, une espèce d'effacement de soi qui aboutit littéralement à une prise en charge de toute la vie par l'écriture. C'est la dépersonnalisation du regard. Gustave Flaubert est un écrivain que l'on rattache toujours à Madame Bovary meurt de province, un des chefs-d'œuvre les plus connus de la littérature française. Si bien que Jules de Gaultier en a extrait le concept du bovarisme, qui est, ouvrez les guillemets, la faculté départie à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Fermez les guillemets. Pour bien comprendre l'idée et pour filer la métaphore flaubertienne, on peut citer un passage de l'Éducation sentimentale de 1845, la première version, où il est question de Jules, figure de l'artiste. Ouvrez les guillemets. Il était né avec de grandes dispositions pour chercher le parfum de l'oranger sous les pommiers et apprendre des vessies pour des lanternes. Fermez les guillemets. Déjà, ce personnage de Flaubert souffre d'une insatisfaction naturelle, toujours déçu du réel, ce caractère annonçant la nature même d'Emma Bovary. Et c'est à partir de cette théorie que Jules de Gaultier a créé ce concept. Flaubert a toujours cette comparaison champêtre qui explique bien que lorsque nous sommes sous un arbre, on ne peut sentir que le parfum de ses fruits. Les personnages de Flaubert sont, à contrario, tous atteints de cet absolu bovarisme. Page 8. Enfance et jeunesse de Gustave. Les notables de l'Hôtel-Dieu. Gustave Flaubert, né le 12 décembre 1821 à l'Hôtel-Dieu. Il est le fils d'un champenois, Achille Cléophas Flaubert, 1784-1846, et d'une Normande, Caroline Floriot, 1793-1872. Son père fait de brillantes études de médecine à Paris, auprès du célèbre Dupuytren. Celui-ci l'envoie à Rouen en lui suggérant de solliciter un poste de prévôt d'anatomie, aide, assistant du chirurgien. Il est accueilli par le chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, l'aumônier. La mère de Gustave, quant à elle, est orpheline, élevée dans un pensionnat à Honfleur. Après la mort de ses tutrices, elle est confiée au couple l'aumônier à Rouen. Les deux jeunes gens se côtoient de ce fait chez les l'aumôniers, et Achille Cléophas fait sa demande de mariage en 1812. Il se marie à l'église de la Madeleine à Rouen. En 1815, Achille Cléophas Flaubert succède à l'aumônier et est nommé chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. 3 ans après, la famille Flaubert s'installe dans une aile de l'hôpital au numéro 17 rue Lecat. C'est un logement de fonction dans une noble construction de pierre. Avant la naissance de Gustave, la notoriété de son père lui permet très vite d'acheter une propriété qui devient sa résidence d'été aux portes de la ville, à Déville-lès-Rohan. C'est un beau domaine, clos de murs, comprenant une cour, un jardin, une chapelle, des serres, une écurie, le tout couvrant 2 hectares. Puis en 1844, son père s'offre la demeure de Croisset, hameau de Canteleu, au bord de la Seine. Le couple a eu 6 enfants, dont 3 morts en bas âge. Gustave ne garde qu'un frère aîné, Achille, 1813-1882, chirurgien-chef qui sera le digne successeur de son père. Avant la naissance de Gustave, les Flaubert ont déjà perdu 2 enfants, Caroline et Émile Cléophas. Au 5e enfant, le couple espère peut-être une petite fille, mais c'est un garçon, Gustave. Par malheur, 6 mois après la naissance de ce dernier, son frère Jules décède, puis arrive sa sœur Caroline, dernier enfant de la famille. Gustave est très proche de sa petite sœur chérie, avec laquelle il a beaucoup d'affinité. Ils jouent tous les deux dans le jardin, grimpent au treillage jusqu'à une fenêtre au rez-de-chaussée, ouvrant sur une pièce réservée aux dissections.
Il se souviendra des brancards qui passent, des silhouettes squelettiques, de certains pensionnaires marqués de confusion mentale. Le docteur Flaubert, inventeur des consultations gratuites, personnage très rigoureux, admiré de ses confrères, a une très forte personnalité qui se désole surtout des penchants de son fils pour la littérature. Anticlérical, aux opinions libérales, il n'assistera pas au baptême de son fils, Gustave. Pour le petit Gustave, son père est une sorte de déité omnisciente, au tablier éclaboussé de sang. On pourrait supposer que sa mère est de son côté, ainsi que la servante, Julie, qui lui aurait raconté des légendes normandes. Gustave va se réconforter auprès d'amis, ou chez un voisin, le père Mignot. Ce dernier lit Don Quichotte à haute voix et le fait sauter sur ses genoux. Il rencontre Ernest Chevalier, le neveu du père Mignot. L'enfance de Gustave se joue dans un univers à la fois fantasmagorique et macabre. Page 9. La famille Flaubert. Sur cette page, 4 portraits de la famille de Flaubert. Premier portrait d'Achille Cléophas Flaubert, huile sur toile, peinte par Joseph Désiré Court. Première moitié du XIXe, dépôt du musée des Beaux-Arts de Rouen, musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Photo Bruno Moret. Deuxième portrait, celui de Madame Achille Cléophas Flaubert, 1831. Caroline Franklin-Groux, copie d'après Eustache-Hyacinthe Langlois. 1920. Il s'agit d'un dessin à la mine de plomb, qui fait 22 cm 5 sur 28 cm. Il est à la bibliothèque municipale de Rouen. Troisième portrait, portrait de Caroline Flaubert à 7 ans. Datant de 1831, c'est un graphite sur papier, dessiné par Eustache-Hyacinthe Langlois. Il fait 29 cm 3 sur 22 cm 8. C'est un legs de Madame Franklin-Groux. Il est au musée Picasso à Antibes. La photo est de François Fernandez. Enfin, le quatrième portrait, portrait d'Achille Flaubert, huile sur toile, d'Hippolyte Bélanger, peint en 1849. C'est un dépôt du musée des Beaux-Arts de Rouen, musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Page 10. Les années au Collège Royal. En 1831, Gustave Flaubert entre comme externe au Collège Royal de Rouen, actuellement au lycée Corneille. L'année suivante, il est pensionnaire et a des difficultés à s'adapter à la discipline imposée. C'est une vie minutée et surveillée. Gustave ne la supporte pas. Ouvrez les guillemets. Dès le collège, j'étais triste, je m'y ennuyais, je m'y cuisais de désirs, je rêvais les passions. J'aurais voulu toutes les avoir. Extrait de novembre, texte de jeunesse 1842. Fermez les guillemets. Il pleure en s'endormant, il souffre d'être emprisonné, il prend les cours sur ses genoux et les classes ne sont pas chauffées. Dans les Mémoires d'un fou, sa première œuvre autobiographique, il exprime son aversion pour ce lycée où la pensée s'arrête avec la cloche, où tout est monté d'avance pour des siècles et des générations. Tous les professeurs portent la toque et la toge à parband blanc. Les 3/4 des cours sont en latin et grec, version, grammaire, thème, etc. Flaubert préfère l'histoire, enseignée par un jeune professeur, Adolphe Cheruel, homme passionnant et enthousiaste. Il dévore Michelet, Dumas, Hugo. Avec les encouragements de Cheruel, il se lance dans la rédaction d'une série de récits. En 1834, il compose pour ses camarades du collège une revue manuscrite Art et Progrès. C'est à cette période que Gustave commence vraiment à écrire des pièces et des contes. 2 ans plus tard, certains de ses textes sont publiés dans une revue de Rouen, Le Colibri. Entre 13 et 15 ans, pendant les vacances d'été, Gustave compose des pièces de théâtre qu'il joue avec ses amis
Alfred Le Poitvin et Ernest Chevalier. Photo de Gustave Flaubert à 9 ans. Reproduction photographique sur papier albuminé d'un crayon original d'Eugène Hyacinthe Langlois. Dimension 12 cm 5 sur 16,4 cm. C'est un don de Caroline Franklin-Groux, fait le 10 janvier 1920. Le dessin provient des fonds de la bibliothèque municipale de Rouen. Flaubert est hostile à l'autorité du Collège royal. En 1839, il se fait renvoyer après un chahut organisé contre un remplaçant du professeur de philosophie. Il refuse une punition collective. L'année suivante, il passe son baccalauréat en candidat libre. Page 11. En en-tête de page, photo de l'écriture manuscrite de Flaubert. Les années d'études à Paris, le refus de faire du droit. Après son bac, Gustave Flaubert voyage dans le sud de la France, multiplie les aventures amoureuses, prend des notes qu'il met en forme à son retour, en novembre 1840, sous le titre Pyrénées-Corse. Il commence alors sa seconde œuvre autobiographique, Novembre. Puis en octobre 1841, il part à Paris pour faire son droit, selon la volonté de son père. Ouvrez les guillemets. Je me ferai recevoir avocat, mais j'ai peine à croire que je plaide jamais pour un mur mitoyen. Quand on me parle du barreau en me disant « Ce gaillard plaidera bien, parce que j'ai les épaules larges et la voix vibrante, je vous avoue que je me révolte intérieurement, et que je me sens pas fait pour toute cette vie matérielle et triviale. » Fermez les guillemets. C'est la lettre du 22 janvier 1842 à Gourgeot du Gazon, son professeur de littérature au Collège royal. Il n'y reste que 2 ans et demi car une crise nerveuse met fin à sa vie parisienne. Il ne pense qu'à la littérature. Il écrit à son vieux professeur de lettres dans ce même courrier. Ouvrez les guillemets. Ce qui revient chez moi à chaque minute, ce qui m'ôte la plume des mains si je prends des notes, ce qui me dérobe le livre si je le lis, c'est mon vieil amour. C'est toujours la même idée fixe. Écrire. Fermez les guillemets. Il se retire, seul, dans la maison de famille de Croisset, pour se consacrer à l'écriture. En février 1844, après la grande attaque, entre parenthèses nerveuse, de janvier, son père décide de le soigner en pratiquant régulièrement des saignées. Le grand chirurgien veut activer le sang et ordonne de lui verser de l'eau chaude sur la main. Il oublie de vérifier la température, celle-ci est bouillante. En conséquence, Gustave a de larges brûlures à la main gauche et des douleurs durables. En 1845, il rédige la première version de l'éducation sentimentale. Puis, en 1848-1849, il écrit la première version de la Tentation de Saint-Antoine, inspiré par un tableau qu'il avait vu à Gênes au cours du voyage de noces de sa sœur Caroline. La famille Flaubert accompagne le couple. Gustave s'est servi de ses déplacements familiaux pour emmagasiner des images, des sons, des lumières. Il a vécu ce qu'il voulait et a passé sa vie à prendre des notes, à se documenter, à accumuler des dossiers d'informations sur les sujets les plus divers, depuis l'époque du collège et des œuvres de jeunesse jusqu'à ses tout derniers jours. Ces dossiers deviennent d'abondantes enquêtes obsessionnelles. Il veut, ouvrez les guillemets, tout savoir, fermez les guillemets. Et cette matière sert le livre en train de s'écrire, ainsi que son projet d'œuvre. Page 12. Cette page donne à voir un portrait de Gustave Flaubert, vers 1830. C'est une huile sur toile anonyme, dont les dimensions sont de 55 par 45 cm. Legs de Madame Franklin-Groux. Elle se trouve au musée Picasso à Antibes. La photo est de François Fernandez. On nomme ce portrait Gustave Flaubert au ruban. Il doit avoir à peu près 12 ans sur le portrait. Il est représenté dans un costume sombre. Les cheveux châtains,
Les yeux bleus, son visage est harmonieux. Autour des épaules, un ruban rouge. À part son visage éclairé, la toile est obscure. Il écrit à l'une de ses correspondantes, Marie-Sophie Leroyer de Champy, le 18 décembre 1859. Un livre est pour moi une manière spéciale de vivre. À propos d'un mot, d'une idée, je fais des recherches. Je me perds dans les lectures ou des rêveries sans fin. Photo du deuxième scénario général, manuscrit, écrit à l'encre noire, à la plume, par Gustave Flaubert, début du roman de Madame Bovary, amplitude partie 1 à 2, arrivée de Charles Bovary en 5e jusqu'au déménagement à Yonville. Plan et scénario de Madame Bovary, Gustave Flaubert, présentation, transcription et notes par Yvan Leclerc. CNRS édition, Zulma, 1995, 195 pages, collection manuscrit. Page 14. Flaubert et ses éternels amis, éternels entre guillemets. Ernest, son ami d'enfance. À l'âge de 9 ans, Gustave confie à son ami Ernest Chevalier ses projets d'écriture. « Si tu veux nous associer pour écrire, moi j'écrirai des comédies, et toi tu écriras tes rêves. Et comme il y a une dame chez papa qui nous raconte toujours des bêtises, je les écrirai. » Quant à Ernest, il écrit et signe ses premiers écrits sur l'indépendance polonaise. Les sujets se chevauchent. La belle andalouse, le bal masqué, la mauresque. Le père Mignot, l'oncle d'Ernest, l'encourage dans ses balbutiements. À l'âge de 10 ans, Gustave va au théâtre avec ses parents, se révèle à lui le goût de la dramaturgie. Il écrit des pièces, tragédies, comédies, jouées devant ses parents et les domestiques, avec sa sœur et Ernest Chevalier, qui fait fonction de machiniste. Une grande salle de billard attenante au salon leur est abandonnée. Le billard poussé au fond sert de scène. On y monte par un escabeau de jardin. Caroline a la surveillance des décors et des costumes. La garde-robe de la maman est dévalisée, les vieux châles font d'admirables péplums. En octobre, sur les boulevards de Rouen, a lieu la foire Saint-Romain. Il y découvre un spectacle de marionnettes. La tentation de Saint-Antoine aux prises avec le diable. Le souvenir des hallucinations du saint le marque et le poursuivra toute sa vie. Avec l'écriture, l'enfant Gustave, considéré comme un peu hébété, se transforme et s'ouvre au monde. Lorsqu'il est jeune adulte, Gustave écrit plusieurs textes romantiques, fantastiques ou gothiques, comme en 1838, La danse des morts. L'amitié amoureuse. La famille Flaubert est amie avec la famille Le Poitevin. Paul, le père, est le parrain de Gustave, et Achille Cléophas, celui d'Alfred. C'est aussi avec les enfants Le Poitevin que Gustave fait ses spectacles. Le petit Gustave est alors âgé de 9 ans et va commencer à écrire de courts récits. 3 pages d'un cahier d'écolier aux œuvres choisies de Gustave F. Laure Le Poitevin, née en 1820, elle est la future mère de Guy de Maupassant. Et son grand frère, Alfred, de 5 ans l'aîné de Gustave, le guide dans ses lectures. Rabelais, Montaigne, Spinoza, Rousseau, Sade, Byron. Pendant leur jeunesse, les deux amis passent leur nuit à discuter littérature, philosophie. Une réelle amitié se crée. Flaubert se rend à Marseille en bateau à vapeur, contraint d'accompagner sa famille. Et quand il voit pour la seconde fois la Méditerranée comme un touriste bourgeois, la présence d'Alfred lui manque. Il se récite les vers du poème de son ami, Une promenade de Bélial, conte philosophique. C'est une référence commune. Il ressent un fort sentiment pour Alfred. J'ai encore pensé à toi, aux arènes de Nîmes, et sous les arcades du pont du Gard. C'est-à-dire qu'en ces endroits-là, je t'ai désiré avec un étrange appétit. Car, loin de l'autre, il y a en nous comme quelque chose d'errant, de vague, d'incomplet. C'est une lettre du 15 avril 1845 à Marseille.
À l'occasion du jour de l'an, Gustave envoie à Alfred son nouveau manuscrit, Mémoire d'un fou, qui lui dédicace. À toi, mon cher Alfred. Page 15. Citation d'une lettre à Ernest Chevalier écrite le 15 juin 1845. Je reste seul avec mon père et ma mère à Croissé. J'ai mon canot et le jardin, et puis je suis plus loin des Rouennais qui, quelque peu que je les fréquente, me pèsent aux épaules d'une façon dont les compatriotes sont seuls capables. Je vais donc me remettre, comme par le passé, à lire, à écrire, à rêvasser, à fumer. Suite de l'article. Ces pages sont dédiées et données. En 1846, il apprend le mariage de son ami avec une certaine Louise de Maupassant. Gustave prend cette nouvelle comme une trahison, qui le fait atrocement souffrir. C'est la rupture entre les deux jeunes gens. 2 ans plus tard, Flaubert revient au chevet de son ami, le 3 avril 1848, à minuit, après son dernier souffle rendu dans d'affreuses douleurs. Alfred n'a que 32 ans. Louis Bouilhet, l'accoucheur littéraire, entre guillemets, de Flaubert. Louis Bouilhet, né le 27 mai 1821 à Cany. 2021 marque donc le bicentenaire de sa naissance. Son père, ancien chirurgien de la Grande Armée, écrit des poèmes et des souvenirs de campagne. Il tient le journal des premiers pas de son fils. Sa mère dirige une pension de jeunes filles dans le bourg. Elle est la fille d'un ancien avocat, le grand-père Ouscat Rémé, un original. Il s'occupe beaucoup de l'éducation de Louis. À 11 ans, le jeune garçon perd son père et son grand-père. Sa mère l'envoie alors en pension à Rouen. À ce moment-là, Louis est un fervent royaliste, catholique de surcroît. En 1840, il passe son baccalauréat au Collège royal. Bouilhet renie ses opinions et devient républicain et humaniste. Puis, il fait des études de médecine, sous la responsabilité du père de Flaubert, et travaille en même temps comme répétiteur. Louis Bouilhet est un homme cultivé et très bon latiniste. En 1846, Gustave et Louis se nouent d'amitié et décident de collaborer à 2 pièces. Pierrot au sérail et Jenner ou la découverte de la vaccine. 2 œuvres inachevées. Flaubert et Bouilhet ne pratiquent pas les mêmes genres littéraires. Au début de leur carrière, Bouilhet, plus connu que Flaubert, a un rôle important au théâtre et en poésie, car ces genres sont dominants dans le mi-temps du XIXe siècle. Cependant, il lui manque une corde à son arc. Comme la plupart des écrivains, Bouilhet n'a jamais fait le, entre guillemets, voyage initiatique en Orient. En 1851, il écrit un conte romain en alexandrin, Mélénis, qu'il dédie à Gustave, comme Flaubert lui dédiera Madame Bovary. Il compose Les Fossiles, qui est le seul essai de poésie scientifique. Portrait photographique de Louis Bouilhet, en noir et blanc, par Carjat. Fonds de la Bibliothèque nationale de France. Louis Bouilhet photographié de profil, en costume sombre comme il s'y est à l'époque. Il a une cravate sombre et une chemise en col blanc. Ses cheveux châtains sont plutôt rares sur le dessus de la tête. Il porte un monocle sur son œil droit. Moustache et barbiche sont de rigueur. Sur cette photo, il ressemble étrangement à Flaubert. Son gilet montre qu'il a de l'embonpoint, et la chaîne de sa montre à gousset dépasse de celui-ci. Il a tous les attributs du bon bourgeois du XIXe siècle. Page 16. Dessin de Louis Bouilhet, pour son manuscrit Les Fossiles. Fonds Bibliothèque municipale de Rouen. Dessiné à l'encre de Chine. Le dessin représente une scène de la préhistoire. Au milieu d'un lac, un dinosaure amphibien au long cou attrape un dinosaure volant avec sa gueule. Au XIXe siècle, Louis Bouilhet a une vie d'homme de théâtre. Son succès, en 1856, avec de Madame de Monttarcy, montre qu'il plaît au public. La pièce est jouée pendant 78 soirées au théâtre de l'Odéon,
où une délégation de 43 nés vient l'applaudir. Enfin, en 1865, la Conjuration d'Amboise se joue pour 105 représentations dans Paris et dans 25 villes de province. Dans sa vie littéraire, Louis Bouilhet n'aura jamais la chance de se consacrer totalement à l'écriture, car il doit gagner sa vie. Il sera professeur à l'institution Carrel qu'il fonde avec 4 collègues pour préparer les jeunes gens au baccalauréat. 2 ans avant sa mort, il est nommé conservateur à la bibliothèque de Rouen, et toute sa vie, il sera sans le sou. Louis Bouilhet est aussi l'ami de l'écoute. Il va à Croisset de 1846 à 1853, toutes les semaines, sauf pendant le voyage de Flaubert en Orient. Gustave a l'amitié despotique, et Louis sait contrer Flaubert en s'opposant et en critiquant. Ouvrez les guillemets. Une partie de la nuit se passait à lire le travail de la semaine. C'était de grands cris, des exclamations sans fin, des controverses pour le rejet ou le maintien d'une épithète, des enthousiasmes réciproques. Extrait de souvenirs intimes de Caroline Comenville. Flaubert et Bouilhet s'écrivent, car Louis s'installe à Paris, puis à Mantes. Il reste 523 lettres de Bouilhet à Flaubert et 86 de Flaubert à Bouilhet, sans compter les 400 lettres de Flaubert à Bouilhet, aujourd'hui disparues, relatives aux années 1857-1867. Bouilhet reste l'ami le plus sincère de Flaubert. À la mort de Louis, en 1869, Gustave écrit à George Sand, ouvrez les guillemets, « En perdant mon pauvre Bouilhet, j'ai perdu mon accoucheur littéraire, celui qui voyait dans ma pensée plus clairement que moi-même. Sa mort m'a laissé un vide, dont je m'aperçois chaque jour davantage. » Fermez les guillemets. Le rôle de Bouilhet sur Flaubert et de Flaubert sur Bouilhet. L'influence littéraire de Bouilhet sur Flaubert est énorme et réciproquement. Ils ne se font pas de cadeaux. Ils ont la même rigueur, la même façon de corriger l'autre. Les critiques sont acceptées car toujours justes. Les interventions de Flaubert sur le théâtre de Bouilhet sont d'origine encyclopédique. Le questionnement de Bouilhet sur son texte est d'ordre esthétique. Ouvrez les guillemets. « Mon cher vieux, ai-je trouvé un sujet ? Suis-je réellement sur la trace d'une idée ? Est-ce drame ou mélodrame ? Je m'y perds. Je cherche. Et toi-même, en fumant ta pipe, vois ce qu'on peut imaginer. Dans le premier moment, j'ai été enthousiasmé, mais voilà venu le quart d'heure des doutes et des désenchantements. Je ne veux pas m'embarquer plus loin sans avoir ton avis là-dessus. » Et les interventions de Bouilhet sur les brouillons de la Bovary sont-elles de véritables participations littéraires ? Page 17. Interruption de l'article par un fragment de lettre du 21 mai 1853 de Flaubert à Louise Collet. Ouvrez les guillemets. « Je suis bien désireux d'être dans une quinzaine de jours, afin de lire à Louis Bouilhet tout ce commencement de ma deuxième partie. Entre parenthèses, ce qui fera 120 pages, virgule, l'œuvre de 10 mois. Fermez la parenthèse, point, fermez les guillemets. » Reprise de l'article. Il y a une trentaine de lettres de Flaubert à Louise Collet, son amante de l'époque, qui mentionnent les séances de travail régulières entre le romancier et son ami. J'ai montré à B c'est Bouilhet, le plan de 2 pages de mon bouquin qui me satisfaisait médiocrement, sans que je puisse trouver quoi y reprendre. En 5 minutes, il m'a fait voir clair, et d'un bond, les yeux fermés, il a trouvé le défaut. Fermez les guillemets. Lettre du 14 mars 1853 de Flaubert à Louise Collet. Le rôle de Louis Bouilhet est essentiel lors de leurs discussions et des lectures à haute voix, pendant le gueuloir. Elles permettent à Flaubert de prendre de la distance par rapport à son texte. À son insu, Bouilhet est un soutien psychologique. Il aide surtout Flaubert à savoir ce qu'il veut ou ne veut pas. D'après Maxime Ducamp, on sait que Louis Bouilhet a rapporté à Flaubert l'affaire de la Mare, le fait divers qui s'est passé à Ry, avant que Gustave Flaubert fasse son voyage en Orient. Or, Flaubert ne se met à Madame Bovary qu'en rentrant à Croisset. Il n'y pense pas avant, du moins pas sous la forme qu'on connaît. Toutefois, s'il faut chercher dans leur correspondance,
Il manque beaucoup de lettres, entre 1851 et 1856, période de rédaction de Madame Bovary. Néanmoins, sans la moindre mention précise de ces transformations, on ne peut certifier quoi que ce soit sans l'influence de Bouillet. Louis l'aurait aidé plus particulièrement pour les petits passages, entre parenthèses, les comices agricoles et le mendiant, fermez la parenthèse. Il lui fournit quelques informations scientifiques et chimiques pour la longue tirade de l'apothicaire Homais sur le climat d'Yonville. Au final, l'influence de Louis Bouillet se limite somme toute à assez peu de choses. Sur la même page, photo de la première page du manuscrit définitif comportant quelques ratures de Madame Bovary, Mœurs de province, dédié à Louis Bouillet par Gustave Flaubert. Fonds de la bibliothèque municipale de Rouen. Page 18. L'ouverture sur le monde. Le voyage initiatique de 1849-1851. L'Orient obsède Flaubert depuis sa jeunesse. Le voyage en Orient existe depuis le Moyen-Âge. C'est grâce à son ami Maxime Ducamp qu'il a fait le grand voyage de sa vie. Rien de commun avec les voyages d'aujourd'hui. La croisière sur le Nil dure 4 mois et demi. À ce moment-là, Flaubert a 28 ans et Ducamp 1 an de moins. Maxime a l'habitude de voyager seul. Gustave n'est jamais parti seul. En 1847, Maxime Ducamp arrache à Madame Flaubert le droit de partir 2 mois en Bretagne. Les deux amis sont différents. Maxime a combattu avec la garde nationale en 1848 contre les ouvriers, et Gustave regarde cette révolution d'un œil critique. Il en fera le récit dans l'éducation sentimentale. Flaubert est protégé par sa famille à cause de sa maladie. Il n'a pas le droit à l'alcool, au café, à la viande. Il est bourré de calmants. C'est un grand jeune homme blond, sportif. Il pratique la natation, l'escrime, l'équitation et la chasse. Flaubert n'a qu'une passion, l'écriture, tout comme Maxime Ducamp, bon écrivain de non-fiction et bon journaliste qui a publié ses récits de voyage. Sur la page, portrait en médaillon de Maxime Ducamp, par Eugène Quesnay. Huile sur toile exposée au salon de 1844. Photo de Bruno Moret, musée Flaubert et d'histoire de la médecine. À l'époque, Maxime Ducamp est un beau jeune homme brun, au visage harmonieux et à la chevelure abondante, portant des favoris. Sur la toile, il est en cravate, en chemise blanche et en costume sombre. C'est en 1848 que sa mère l'autorise à partir en Orient avec Ducamp, sur les conseils du docteur Cloquet, ami de son défunt mari. Après 6 mois de préparatifs, Gustave Flaubert part de Croisset le 22 octobre de la même année pour entreprendre son voyage en Orient. Le 4 novembre, ils embarquent à Marseille pour Alexandrie en Égypte, puis le Caire, où ils résident 2 mois. Leur voyage leur permet de visiter la Syrie et la Palestine, et ils reviennent par la Grèce et l'Italie. Flaubert et Ducamp vont accomplir l'itinéraire emprunté avant eux par Chateaubriand et Lamartine. Citation. À la tombée du jour, le ciel est devenu tout rouge à droite et tout rose à gauche. Les pyramides tranchées en gris dans le fond vermeil de l'horizon. Sur l'autre rive, le rose allait montant et s'affaiblissant. Il devenait jaune, puis un peu vert. Maxime Ducamp, témoin de Gustave Flaubert. Maxime Ducamp raconte dans ses souvenirs littéraires, écrits 30 ans après les faits, que Flaubert ne sait pas voyager, qu'il s'ennuie pendant ce voyage, qu'il est encore dans son cabinet à Croisset et non pas en Égypte devant les pyramides. Lorsque nous arrivâmes devant le Sphinx que les Bédouins ont surnommé Abou et Houl, le père de l'épouvante, Flaubert arrêta son cheval et s'écria « J'ai vu le Sphinx qui s'enfuyait du côté de la Libye, il galopait comme un chacal. » Puis il ajouta « C'est une phrase de Saint-Antoine. » S'il eût pu, coucher sur un divan et ne bougeant pas, voir les paysages, les ruines et les cités passer devant lui, comme une toile de panorama qui se déroule mécaniquement, il l'aurait fait. Ducamp est très critique sur Flaubert et pense que celui-ci est là et ne se satisfait pas du voyage.
Les temples lui paraissaient toujours les mêmes, les paysages toujours semblables, les mosquées toujours pareilles. Flaubert aime voyager mentalement. Il n'est jamais bien où il est. Il déteste le mouvement et les déplacements. Maxime Ducamp a raison de présenter Flaubert comme un voyageur immobile. Flaubert en Orient, selon Gustave. Cependant, en Égypte, Flaubert affirme, ouvrez les guillemets, « Regardez sans songer à aucun livre », fermez les guillemets. Parce que, ouvrez les guillemets, « quand on voit les choses dans un but, on ne voit qu'un côté des choses », fermez les guillemets. Et pourtant, ce texte est un bel exemple de l'art de voir et d'écrire. Il ne cesse de penser à la peinture, à la couleur, au rendu de l'impression. Il est lui-même un des éléments pittoresques de ces tableaux, bon vivant, jouisseur, ne se prenant pas au sérieux, mélancolique et amer parfois. Il sait que son ami est différent de lui, car il vient en Orient en mission photographique. Maxime possède un appareil transportable, un matériel très lourd et difficile à manier, qui n'offre aucun intérêt littéraire pour Flaubert. Ce dernier pense que la photographie, ouvrez les guillemets, ce n'est jamais cela qu'on a vu, fermez les guillemets. Mais en clair, ouvrez les guillemets, la meilleure manière de voir, c'est d'écrire, fermez les guillemets. Pendant ce voyage, Gustave consigne sur des calepins toutes les expériences visuelles, auditives et olfactives. Il transforme son regard et son imaginaire à travers le prisme de l'écriture. C'est son premier grand voyage, son premier choc culturel, une expérience de l'Orient qui le change et lui fournit un bagage imaginaire qu'il utilisera dans les œuvres orientales, Salammbô, La Tentation de Saint-Antoine et Hérodias. Écrire, 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 écrire. Ouvrez les guillemets. Il s'est trouvé que mon organisation, c'est un système. Le tout sans parti pris de soi-même, par la pente des choses, qui fait que l'ours blanc habite les glaces et que le chameau marche sur le sable. Je suis un homme plume. Je sens par elle, à cause d'elle, et par rapport à elle, et beaucoup plus avec elle. Lettre du 31 janvier 1852 à Louise Collet. L'homme plume. Flaubert revient à Croisset en juin 1851. Le constat est que Maxime Ducamp n'a pas regardé l'Orient, mais l'a photographié, tandis que Gustave Flaubert l'a écrit en compilant des dizaines de calepins de notes et en a fait une matière de souvenirs, de notations rapides. Rêverie de son voyage. Encore frais. Son objectif est double, ne pas publier ce récit de voyage vivement rédigé, toutefois garder intacte l'émotion et l'imaginaire. Il faut cesser de penser à l'Orient pour devenir un homme plume. Comment écrit Gustave Flaubert? Pour entrer dans l'intimité de l'écriture flaubertienne, on doit se pencher sur le bureau de l'écrivain. Gustave Flaubert travaille méthodiquement, car il a sous les yeux, à proximité, ses notes documentaires, les scénarios sur lesquels est écrite la trame narrative, puis les brouillons. Les dessous du manuscrit. Les papiers, les encres, les notes, les plans, les scénarios, les brouillons et le manuscrit. La plupart des feuillets utilisés par Flaubert pour les brouillons de Madame Bovary ont été écrits sur un papier verger plutôt fin, de couleur crème, au format 35-22 cm, et d'autres papiers découpés par l'écrivain. Il écrit à l'encre de sèche noire, avec une plume d'oie. Parfois, il colle aussi des feuillets, double ou triple, et peut écrire aussi tête bêche 2 paragraphes qui n'ont rien de commun parce qu'il a commencé à la rédaction d'un passage sur une nouvelle feuille et réutilise l'espace inoccupé dans l'autre sens pour la rédaction d'un nouveau passage. Avant de commencer la rédaction de ses ouvrages, Flaubert a pris des notes de documentation sur les lieux, entre parenthèses Afrique noire pour Salammbô, les éléments de la Révolution de 1848 pour l'éducation sentimentale, l'opération du Pied-Beau dans Madame Bovary. Flaubert a consulté des dizaines de documents pour Madame Bovary, des centaines pour Salammbô, plus d'1 millier d'ouvrages et de journaux pour l'éducation sentimentale, autant pour la Tentation de Saint-Antoine, et des centaines pour 3 contes, et plus de 1500 livres pour Bouvard et Pécuchet. Au départ, Gustave Flaubert fait un plan très précis.
qui reste sur son bureau en permanence. C'est son fil conducteur pendant l'écriture. Le plan est pensé comme une totalité virtuelle, donnant une place et un sens à chacune de ses parties. Puis il écrit les scénarios sur papier velin, grand format, papier plus épais pour résister aux manipulations. Ouvrez les guillemets. J'ai le vertige du papier blanc, et l'amas de mes plumes taillées sur ma table me semble parfois un buisson de formidables épines. J'ai déjà bien saigné sur ces petites broussailles-là. Fermez les guillemets. Lettre à Feydeau, en avril 1857. À partir des premières idées principales, Flaubert écrit le scénario général et le décompose en scénarios de parties et de chapitres de plus en plus limités. Le plan, scénario, etc. conditionne l'œuvre programmée, qui ne dépend pas de l'inspiration. Les brouillons sont des feuilles manuscrites en papier vergé. Ils définissent les différentes étapes retravaillées, corrigées, modifiées, puis condensées avant la mise au net. Dans les premiers brouillons, Gustave Flaubert écrit le premier jet, recopie son passage en ajoutant des modifications entre les lignes et dans la marge, puis il recopie à nouveau son texte en développant la suite, la rectifiant, et finit par condenser le texte. Dans Madame Bovary, Flaubert commence un texte d'une quinzaine de lignes, qui va doubler grâce aux détails, puis finit par le condenser, plus court d'environ 7 lignes terminées. Généralement, quand le feuillet est recopié, Flaubert le biffe d'une grande croix de Saint-André. Chaque mot a été choisi, travaillé pour être soumis à l'épreuve du gueuloir, entre guillemets. Pour Madame Bovary, cela représente 1793 feuillets, pour la plupart écrits recto verso, soit au total de 3370 pages écrites. Voilà les guillemets. Je veux seulement écrire encore 3 pages, au plus, en finir 5 que j'écris depuis l'autre semaine, et trouver 4 ou 5 phrases que j'écris depuis bientôt 1 mois. Jamais je ne jette aucun papier. C'est de ma part une manie. Fermez les guillemets. Lettre à Louise Collet, du 26 avril 1853. La dernière étape. Le manuscrit définitif est recopié de la main de Flaubert avec quelques corrections. Ce manuscrit porte sa propre pagination. Par exemple, Madame Bovary contient 487 feuillets recto. Ce manuscrit autographe est recopié par un copiste. Les directeurs de la Revue de Paris pratiquent des suppressions ou des corrections, et certains passages sont rétablis ou retravaillés par Flaubert, car l'œuvre paraît d'abord en feuilleton. Croisset, ou le gueuloir, entre guillemets. Le retour dans la tanière, le tourment d'écrire. Flaubert sacralise son activité littéraire qui le sauve de cet embêtement radical, âcre et incessant qui l'empêche de rien goûter. Fermez les guillemets. Elle le sauve de la vie quotidienne, il récrimine contre ce qui est, contre le monde, comme il va. Il a un dégoût de la réalité, et c'est un passionné de littérature. Pour Flaubert, écrire est un art. Il rêve. En janvier 1845, Gustave Flaubert écrit une lettre à Emmanuel Vasse de Saint-Ouen sur ce qu'il vit à Croisset. Voilà les guillemets. Je ne vois personne, sauf Alfred Le Poitvin. Je vis seul comme un ours. Ma maladie aura toujours eu l'avantage qu'on me laisse m'occuper comme je l'entends, ce qui est un grand point de la vie. Je ne vois pas qu'il y ait au monde rien de préférable pour moi, à une chambre bien chauffée, avec les livres qu'on aime et tout le loisir désiré. Fermez les guillemets. L'ermite de Croisset, son cabinet de travail. Son antre est aménagé au premier étage, dans l'angle le plus à l'ouest de la maison. Le cabinet de travail de Flaubert est une vaste pièce éclairée par 5 fenêtres, dont 3 donnent sur la Seine et 2 sur le jardin. En son centre, une table de travail, et plus loin, un divan-lit recouvert d'une étoffe turque. La pièce est un écrin de papier, une bibliothèque en chêne en occupe le fond.
Gustave Flaubert y écrit la plupart de son œuvre. C'est ici que naissent Madame Bovary, en 1857, Salammbô, en 1862, L'éducation sentimentale, en 1869, La tentation de Saint-Antoine, en 74. C'est à cet endroit que la plupart des romans passent à l'épreuve du gueuloir, entre guillemets. La lecture à voix haute, qui permet de tester l'harmonie de chacune des phrases. Citation. Là-bas, sur un fleuve moins antique, j'ai quelque part une maison blanche dont les volets sont fermés, maintenant que je n'y suis pas. Les peupliers sans feuilles frémissent dans le brouillard froid, et les morceaux de glace que charrie la rivière viennent se heurter aux rives durcies. J'ai laissé la longue terrasse bordée de tilleuls Louis XIV où l'été je me promène en peignoir blanc. J'ai laissé le grand mur tapissé de roses, avec le pavillon au bord de l'eau. Gustave Flaubert voyage en Égypte le 6 février 1850 à bord de la Cange. Dans son cabinet de travail, il accueille ses proches, ses amis, ses confrères écrivains, renommés, rencontrés dans la capitale, et ses amis d'enfance. Bien sûr, Louis Bouilhet, Maxime Ducamp, puis les frères Goncourt, Théophile Gautier, Georges Sand, sa grande amie, Ivan Tourguenieff, Guy de Maupassant, neveu de son ami d'enfance, Alfred Le Poitvin, et José Maria de Heredia. Croisset et le musée Flaubert et l'histoire de la médecine sont les deux seuls endroits, lieux de pèlerinage, qui restent du grand romancier. Citation. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, interchangeable, aussi rythmé, aussi sonore. Lettre du 22 juillet 1852 à Louis Collet. Le seul vestige de l'ensemble de la propriété de Croisset est donc le pavillon au bord de l'eau. En 1904, à l'initiative de Jean Revel, écrivain, de son vrai nom Paul Toutain, et bientôt soutenu par des proches de Flaubert, une souscription est ouverte pour racheter le pavillon et le transformer en musée. L'inauguration a lieu en juin 1906, c'est la création dans la foulée du Comité des Amis de Flaubert, aujourd'hui Association des Amis de Flaubert et de Maupassant. Il faut ajouter que Flaubert n'a jamais écrit dans le pavillon de Croisset. Le Rouen de Flaubert. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Rouen est une ville en mutation pour plusieurs raisons. L'industrialisation, avec l'implantation des usines dans les faubourgs, et l'habitat, avec la construction de petites maisons en briques agrémentées de petits jardins. Les usines cherchent de la main-d'œuvre et provoquent un exode rural. Pour les ouvriers et ouvrières, les journées de travail de 15 heures sont dures, les ateliers sont souvent insalubres, il y a du bruit, des fumées, c'est très pollué. De plus, les patrons exigent une discipline de fer pour le rendement et tenir la masse salariale. Des conflits explosent à Rouen, lors de la révolution économique, sociale et politique de 1848. Des barricades se mettent en place. Pour le reste de la rive droite, ce sont des préoccupations d'hygiène. Les voies larges permettent à l'air de circuler et de laisser pénétrer la lumière. Construction de nouveaux immeubles à la place d'immeubles insalubres et peu reluisants. Et de circulation, densification de la circulation et véhicules plus encombrants. Le centre-ville se dote peu à peu de grands axes. Les rues de la République, de l'Impératrice, rue Jeanne d'Arc, et de l'Hôtel de Ville, rue Jean Le Canuet, voient le jour. Ainsi, des équipements accompagnent ces transformations. À la place de l'ancien quartier des Tanneurs, on aménage le jardin Solferino, actuellement square Verdrel, en souvenir d'une victoire de Napoléon III sur l'armée autrichienne. Il est inauguré en 1863. C'est un jardin planté d'arbres et de 3000 arbustes répartis autour d'un point d'eau surmonté de rochers, formant une cascade alimentée par la source Gaa-Lor. Puis, de 1880 à 1888, on construit le musée des Beaux-Arts et une bibliothèque. Le théâtre des Arts. Le bâtiment est alors situé en bas de la rue Grand-Pont. Il est construit de 1774 à 1776 par l'architecte François Guéroult. La parcelle se situe à l'emplacement des rues Grand-Pont et des Charrettes. À l'ouverture, on joue le Cid de Corneille. L'édifice est rectangulaire, abritant une salle, à l'italienne, d'une contenance de 1611 places. En 1876,
Le théâtre est ravagé par un incendie. Sur les ruines, un nouvel édifice est construit, d'après les plans de l'architecte Louis Sauvageot. Il ouvrira 6 années plus tard. Citation. Ouvrez les guillemets. J'ai la tête pleine de Rouen, de monuments, de maisons bizarres. Tout cela, vu avec vous, me frappe doublement. Fermez les guillemets. Lettre de George Sand, vendredi 31 août 1866. Dans le roman Madame Bovary, Emma est désillusionnée par son mari, Charles Bovary, officier de santé. Elle espère tromper son ennui en se réfugiant dans l'adultère. Elle veut sublimer sa triste vie. Son premier amant, Rodolphe, l'abandonne. Affecté par la lassitude de sa femme, et pour combler son chagrin, Charles emmène sa jeune épouse se divertir au Théâtre des Arts à Rouen, à une représentation de Lucia de la Mer Mort, de Donizetti, tirée du roman La fiancée de la Mer Mort, de Walter Scott. Extrait de Madame Bovary. Deuxième partie, chapitre 15. À l'angle des rues voisines, de gigantesques affiches répétées en caractères baroques. Lucie de la Mer Mort, Lagardy, opéra. Il faisait beau, on avait chaud. Parfois, un vent tiède qui soufflait de la rivière agitait mollement la bordure des tentes en coutil suspendues à la porte des estaminets. Un peu plus bas, cependant, on était rafraîchi par un courant d'air glacial qui sentait le suif, le cuir et l'huile. C'était l'exhalaison de la rue des Charrettes, pleine de grands magasins noirs, où l'on roule des barriques. De peur de paraître ridicule, Emma voulut, avant d'entrer, faire un tour sur le port. Un battement de cœur la prit dans le vestibule. Elle sourit, involontairement de vanité, en voyant la foule qui se précipitait à droite, par l'autre corridor, tandis qu'elle montait l'escalier des premières. Elle se retrouvait dans les lectures de sa jeunesse, en plein Walter Scott. La cathédrale Notre-Dame de Rouen. La cathédrale Notre-Dame est présente dans plusieurs œuvres de Flaubert. Madame Bovary, Trois contes, La légende de Saint-Julien l'Hospitalier et Hérodias. Elle est sommairement décrite dans Boulevard et Pécuchet. Dans Madame Bovary, troisième partie, chapitre 1, Léon Dupuis, un ancien soupirant, a retrouvé Emma la veille au théâtre et lui donne rendez-vous dans la cathédrale. Extrait. La place, retentissante de cris, sentait les fleurs qui bordaient son pavé. Roses, jasmin, œillets, narcisses et tubéreuses, espacées inégalement par des verdures humides, de l'herbe au chat et du mouron pour les oiseaux. La fontaine, au milieu, gargouillait, et sous de larges parapluies, parmi des canteloups s'étageant en pyramide, des marchandes, nu-tête, tournaient dans du papier des bouquets de violettes. Le jeune homme achète pour la première fois des fleurs à une femme et rentre dans la cathédrale. Extrait, Madame Bovary, troisième partie, chapitre 1. Cependant, il avait peur d'être aperçu. Le Suisse, alors, se tenait sur le seuil, au milieu du portail à gauche, au-dessous de la Marianne dansant, plumée en tête, rapière au mollet, canne au poing, plus majestueux qu'un cardinal et reluisant comme un Saint-Cyboire. Le deuxième conte de Flaubert, La légende de Saint-Julien l'Hospitalier, est une leçon différente du vitrail. Flaubert a lu toutes les sources livresques, en particulier La légende dorée de Jacques de Voragine. Ce vitrail du XIIIe siècle se trouve dans le déambulatoire de la cathédrale. Il raconte en images la vie de Julien. Ce deuxième conte s'achève avec la fameuse phrase de Gustave Flaubert. Et voilà l'histoire de Saint-Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve, sur un vitrail d'église, dans mon pays. En effet, le vitrail de la cathédrale représente bien la légende de Saint-Julien. Flaubert le connaît depuis sa jeunesse, et c'est une relecture personnelle de ce vitrail. Rue Audrebec.
Dans Madame Bovary, à la fin de sa classe de troisième, les parents de Charles Bovary le retirent du collège pour qu'il poursuive seul ses études de médecine dans un quartier de la ville, insalubre et misérable, occupé par des drapiers. Madame Bovary, première partie, chapitre 1. Sa mère lui choisit une chambre au 4e, sur l'eau de Rebec, chez un teinturier de sa connaissance. Dans les beaux soirs d'été, à l'heure où les rues tièdes sont vides, quand les servantes jouent au volant sur le seuil des portes, il ouvrait sa fenêtre et s'accoudait. La rivière, qui fait de ce quartier de Rouen comme une ignoble petite Venise, coulait en bas, sous lui, jaune, violette ou bleu, entre ses ponts et ses grilles. Des ouvriers accroupis au bord lavaient leurs bras dans l'eau. Place de Boulingrin. Le parcours du fiacre dans Madame Bovary emprunte les boulevards en passant par la place du Champ-de-Mars, la place Martinville, les remparts, les jardins de l'hôpital, les boulevards Saint-Hilaire, devant le Boulingrin et Beauvoisine. Ouvrez les guillemets. La voiture s'arrêta vers 6 heures du soir, dans une ruelle du quartier Beauvoisine, rue de la Valasse. Fermez les guillemets. Le Boulingrin est relié à la foire Saint-Romain, tant aimée par Gustave Flaubert. Quartier Beauvoisine. Au temps de Flaubert, ce quartier compte un grand nombre de pensionnats, d'hôtels, d'auberges. C'est à l'hôtel du Cygne, sur la place Beauvoisine, alias l'hôtel de la Croix-Rouge dans le roman, qu'Emma et Charles passent la nuit au retour de leur soirée du Théâtre des Arts. Madame Bovary, 3e partie, chapitre 1. En quittant la veille au soir, Monsieur et Madame Bovary, Léon, de loin, les avait suivis dans la rue. Puis, les ayant vus s'arrêter à la Croix-Rouge, il avait tourné les talons et passé toute la nuit à méditer un plan. Le Collège Royal, actuel lycée Corneille. Madame Bovary s'ouvre sur la description de l'habit et de la fameuse casquette de Charles Bovary. Charles Bovary arrive dans la salle d'études du Collège Royal. Madame Bovary, première partie, chapitre 1. Charles fut définitivement envoyé au collège de Rouen, où son père l'amena lui-même vers la fin d'octobre, à l'époque de la foire Saint-Romain. Il avait pour correspondant un quincaillier en gros de la rue Gantry, qui le faisait sortir une fois par mois, le dimanche, après que sa boutique était fermée. L'envoyer sur le port, regarder les bateaux, puis le ramener au collège dès 7 heures avant le souper. Le collège jésuite de Rouen ouvre dès 1604 avec 7 classes, 1800 élèves dont 400 refusés car il n'y avait pas assez de classes pour les recevoir. C'est le collège le plus peuplé du royaume. L'ordre des jésuites forme les jeunes hommes qui ne sont pas destinés au sacerdoce, mais appelés à appartenir à l'élite sociale et à occuper de hautes fonctions dans le monde. De 1615 à 1621, Pierre Corneille est élève. En traversant les siècles, ce collège prend différents noms. École centrale du département, collège national, lycée impérial, puis de 1815 à 1848, collège royal. Gustave Flaubert y rentre en 1832 et y effectue la totalité du cursus jusqu'en classe de philosophie en 1839. Puis, il est renvoyé pour indiscipline et passe son bac en candidat libre en 1840. Flaubert ne s'y plaît pas et montre son dégoût pour ce destin échafaudé à l'avance. Lui, ouvrez les guillemets, insurrectionnel et oriental, fermez les guillemets, qui était, ouvrez les guillemets, avant tout artiste, fermez les guillemets. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le lycée impérial est agrandi. En 1873, il prend alors le nom de lycée Corneille. Le quai du Havre. Pendant la guerre contre les Prussiens en 1870, Gustave et sa mère sont chassés de Croisset. Ils trouvent refuge dans les appartements quai du Havre où habitent les 2 nièces du romancier, Caroline Comenville, la fille de sa sœur, et Juliette Roquigny, celle de son frère Achille. Le Monumental. Cimetière monumental. Le Monumental, surnommé le Père-Lachaise rouennais, est le plus grand cimetière de Rouen, 10 hectares. Il est situé au nord-ouest de la ville.
En 1823, l'administration municipale de M. de Martinville prend la décision de construire un cimetière équivalent au Père-Lachaise à Paris, pour répondre aux demandes des bourgeois de Rouen d'avoir une sépulture permanente et ostentatoire, comme sous l'Ancien Régime. Le cimetière est mis en service en 1828. Le tarif pour s'y faire enterrer est élevé. Alors la ville de Rouen décide de donner des concessions gratuites pour attirer le bourgeois. Le premier fut François Adrien Boieldieu, rouennais et compositeur d'opéra, mort en 1834 et enterré au Père-Lachaise. La ville obtient le cœur de l'illustre compositeur et le fait transférer au Monumental lors d'une cérémonie en grande pompe. Suivent d'autres personnalités, comme Eustache-Hyacinthe Langlois, dessinateur et graveur, mort en 1837, des marquis, des colonels, des politiciens, faisant de ce cimetière une vraie géographie sociale de Rouen. La famille Flaubert y repose, dans le carré M2. Gustave, étant resté célibataire, se trouve dans le même caveau que ses parents, et non loin de son ami Louis Bouillet. Musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Le bâtiment construit en 1755 fait partie de l'Hôtel-Dieu et a pour fonction de loger le chirurgien-chef de l'hôpital. Le logement est habité entre autres par Claude-Nicolas Lecat et de 1818 à 1846 par Achille Cléophas Flaubert, puis par son fils Achille. C'est la maison natale de Gustave. En 1882, à la mort de son frère Achille, dernier chirurgien résidé, le bâtiment, tout en restant dans le domaine hospitalier, connaît des destinées différentes, laboratoire d'anatomie et internat. Le musée, créé en 1901, a d'abord regroupé une collection de pots d'apothicaires et de la pharmacie Mélèze, ainsi que divers objets médicaux et paramédicaux offerts par des médecins. Aujourd'hui, le rez-de-chaussée comprend une collection de 200 céramiques médicales, le mannequin d'accouchement conçu par Angélique de Coudray, des trousses militaires, chirurgicales ou encore des têtes momifiées. On y trouve au premier étage un cabinet de curiosités, non loin de la chambre où est né Gustave. Un très beau jardin y habite le haut-relief de Chaput, représentant Flaubert. Flaubert et, entre guillemets, son style. Gustave Flaubert écrit à George Sand dans une lettre du 27 novembre 1866. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est de rester toute la journée, la tête dans ses deux mains, à pressurer sa malheureuse tête, pour trouver un mot. L'idée coule chez vous largement, incessamment, comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ah, je les aurais connus, les affres du style. En haine du réalisme. Ouvrez les guillemets. L'artiste doit être dans son œuvre comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant, qu'on le sente partout, mais qu'on ne le voit pas. Fermez les guillemets. Lettre à Marie-Sophie Leroyer de Champy, 18 mars 1857. Au départ, Flaubert est perçu comme le continuateur de Balzac. Madame Bovary, sous-titrée Mœurs de province, pourrait permettre une filiation balzacienne. Cependant, la narration de Flaubert est totalement différente. Ses personnages ne sont pas positifs, car ils ne sont pas idéalisés. Flaubert ne commande pas leur action, il travaille ses phrases, la musique des mots, mais aussi le style, ouvrez les guillemets, lisse comme un marbre et furieux comme un tigre, fermez les guillemets. Pendant la lecture à voix haute de son cabinet de travail, ou le jardin de Croisset, il y persécute les métaphores. Le but ultime est de concevoir un style, ouvrez les guillemets, un style qui serait beau, que quelqu'un fera à quelques jours, dans 10 ans, dans 10 siècles, et qui serait rythmé comme le vers, précis comme le langage des sciences, et avec des ondulations, des ronflements de violoncelle, des aigrettes de feu, un style qui vous entrerait dans l'idée comme un coup de stylet, et où votre pensée, enfin, voguerait sur des surfaces lisses, comme lorsqu'on file dans un canot avec un bon vent arrière. C'est une lettre du 24 avril 1852 à Louis Collet. L'époque n'est pas prête à lire ce genre de roman rangé dans le tiroir réalisme.
concept nouveau à l'époque. En juillet 1853, Gustave écrit à Louise: « Le bon de la Bovary, c'est que ça aura été une rude gymnastique. J'aurais fait du réel écrit, ce qui est rare. » Lorsqu'il aura achevé la Bovary, Flaubert écrit: « On me croit épris du réel, tandis que je l'exècre, car c'est en haine du réalisme que j'ai entrepris ce roman. » C'est une lettre à Emma Roger des Jeunettes, en octobre 56. Aucun autre romancier n'agit comme cela. Flaubert se méfie de l'enseignement moral des livres, et il récuse totalement que le livre soit didactique. Gustave Flaubert n'intervient pas dans son œuvre pour donner son avis. Son écriture est une œuvre impersonnelle, entre guillemets, qui ne dépend aucunement d'une impulsion subjective. Mieux connaître la jeunesse des romans de Flaubert. Sans prendre de parti éditorial, nous ne donnerons pas d'édition, car de la Pléiade aux éditions de poche, chacun pourra trouver les romans de Flaubert. Ici, ce n'est pas un résumé des œuvres, car il vaut mieux les lire. Ce sont juste les premières idées ou l'incipit des romans, que l'on pourrait appeler la conception, le déclic, l'élaboration, de quoi vous inciter et vous inviter à les lire. Gustave Flaubert commence l'écriture de Madame Bovary en 1851 et l'achève fin 56. Le livre paraît en 1857 chez Michel Lévy-Frères, après une préparution en 1856 dans la Revue de Paris. L'action du roman se situe pendant la monarchie de Juillet, 1830-1848, mais se termine avant les événements de 1848, qui n'apparaissent pas dans l'œuvre. Voici l'incipit. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois, et d'un garçon de classe qui portait un pupitre. Par identification, le lecteur est invité à participer à ce « nous ». Le but est que le lecteur rejette Charles. Puis, après le premier chapitre, le « nous » disparaît totalement et laisse place à Emma Rouault, qui deviendra Madame Bovary. Maupassant rappelle la révolution qu'avait fait l'ouvrage dans ses lettres. Ce n'était plus du roman comme l'avaient fait les plus grands, c'était la vie elle-même apparue. Le procès de Madame Bovary à sa sortie. Pendant les 5 années où il rédige Madame Bovary, Flaubert ne semble pas se poser la question de sa publication. Maxime Ducamp, directeur de la Revue de Paris, lui a promis que sa place serait prête dans son périodique. Cependant, Flaubert s'est éloigné de son ami Maxime Ducamp, à qui il reproche de trahir l'idéal de l'art au profit d'une littérature industrielle soumise au goût du jour. Madame Bovary, mœurs de province, suscite moult agitations dans la bourgeoisie bien pensante de l'époque. Le scandale éclate et le procès s'ouvre le 29 janvier 1857. Ils sont 3 à être inculpés d'avoir commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Laurent Pichat, directeur du périodique La Revue de Paris, Pillet, l'imprimeur, et Gustave Flaubert, l'auteur du manuscrit. Au milieu du XIXe siècle, la littérature doit divertir mais aussi moraliser. Le procureur, Pinard, reproche donc à Flaubert de reproduire, ouvrez les guillemets, l'ignoble réalité, fermez les guillemets, dans les descriptions du, ouvrez les guillemets, morceaux de veau cuits au four, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, les mouches à viande, fermez les guillemets, de la ferme des Berthaud. Il l'attaque également pour certains passages de romans, quand Léon Dupuis, l'amant d'Emma, emploie le mot, ouvrez les guillemets, boudoir, fermez les guillemets, en parlant de la cathédrale. C'est non sans compter l'évocation des ébats amoureux de Léon et d'Emma dans le fiacre. On demande à Gustave de supprimer des passages trop sulfureux, et les mots comme adultère, concubine, fille, concupiscence. Emma, l'héroïne de Flaubert, faillit à son tour de mère et d'épouse, et cela heurte les convenances du temps. L'avocat de Flaubert, Jules Senard, construit la défense suivante. Le roman poursuit un but parfaitement moral, exposer les dangers d'une éducation non appropriée à son origine sociale. Senard revendique le respect de la morale du texte et défend son auteur d'avoir écrit une œuvre immorale.
Le 7 février 1857, les 3 accusés sont acquittés, mais Flaubert reçoit un blâme sévère. Salammbô, 1862. Flaubert voyage en Afrique du Nord lorsqu'il a commencé à écrire Salammbô. C'est un roman historique. Salammbô est la servante de la déesse Tanit et fille du général Hamilcar. Voilà les guillemets. C'était un Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Fermez les guillemets. L'épisode du serpent au chapitre 10 a beaucoup choqué nombre de ses contemporains, ainsi que les scènes violentes et les horreurs qui cumulent au chapitre 14. Voilà les guillemets. Elle était troublée par des inquiétudes plus hautes. Son grand serpent, le python noir, languissait. Et le serpent était pour les Carthaginois un fétiche, à la fois national et particulier. Fermez les guillemets. Seul George Sand et Théophile Gautier voient une esthétique dans son roman. L'éducation sentimentale, 1869. Pendant les événements de la Révolution des 23 et 24 février 1848, Flaubert et son ami Louis Bouillet rejoignent Maxime Ducamp à Paris. Ils assistent aux événements de près ou de loin. Flaubert prend des notes qui seront d'une grande utilité pour la rédaction de l'éducation sentimentale. La seconde. Dans ce livre, le concept du bovarisme est encore plus accentué chez Frédéric Moreau, le héros. Ce jeune provincial, étudiant à Paris, est épris de Madame Arnoux, épouse d'un marchand d'œuvres d'art. De la place qu'il occupe dans la diligence qui le ramène à Paris après une longue absence, il regarde défiler la ville. La Seine, jaunâtre, touchait presque au tablier des ponts. Une fraîcheur s'en exhalait. Frédéric l'aspira de toutes ses forces, savourant ce bon air de Paris qui semblait contenir des effluves amoureux et des émanations intellectuelles. Il eut un attendrissement en apercevant le premier fiacre. La tentation de Saint-Antoine, 1874. En 1845, à Genève, au Palais Balby, Flaubert est fasciné par un tableau de Bruegel, et c'est ce même tableau qui lui donnera envie d'écrire une pièce. Il note dans un carnet de voyage en Italie, et dans une lettre du 13 mars 1845 à Alfred Le Poitvin, « J'ai vu un tableau de Bruegel représentant la tentation de Saint-Antoine qui m'a fait penser à arranger pour le théâtre la tentation de Saint-Antoine. Mais cela demanderait un autre gaillard que moi. Je donnerais bien toute ma collection du Moniteur, si je l'avais, et 100 000 francs pour acheter ce tableau-là, que la plupart des personnages qui l'examinent regardent assurément comme mauvais. » Son roman est dédié à son ami Alfred Le Poitvin, mort en 1848. Le tableau, vu par Gustave Flaubert dans la collection Balby à Gênes, et précédemment attribué à Bruegel, a fait l'objet d'études ces dernières années avec la proposition d'une attribution au maître Jan Verbeek. 3 contes, 1777. En 1875, Flaubert est en panne d'écriture. Il part à Concarneau et là, durant son séjour, il commande la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Il écrit à Madame Roger Desgenettes le 3 octobre la même année. Voilà guillemets. En attendant, je vais me mettre à écrire la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, pour m'occuper à quelque chose, pour voir si je peux faire encore une phrase, ce dont je doute. Ça sera très court, une 30aine de pages peut-être. Fermez les guillemets. Dans sa chronologie d'écriture, Gustave Flaubert l'écrit en premier lieu lorsqu'il séjourne à Concarneau, mais le placera en deuxième dans son livre 3 contes. À propos d'un cœur simple, le premier conte, Flaubert écrit encore à Edmond Roger Desgenettes. L'histoire d'un cœur simple est tout bonnement le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote, mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du bon pain. Le 18 juin 1876, pour son 3e conte, Hérodias, Flaubert écrit à Edmond Roger Desgenettes: « L'histoire d'Hérodias, telle que je la comprends, n'a aucun rapport avec la religion. Ce qui me séduit là-dedans, c'est la mine officielle d'Hérode, qui était un vrai préfet, et la figure farouche d'Hérodias, une sorte de Cléopâtre et de Maintenon. La question des races dominait tout. » Fermez les guillemets. Bouvard et Pécuchet. Inachevé en 1881. Citation. 2 hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main.
Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Fermez les guillemets. Deux promeneurs s'assoient, par hasard, sur le même banc public au milieu d'un boulevard. C'est l'histoire de ces deux bonhommes, boulevard et Pécuchet, qui se lient très vite d'amitié et partent vivre à la campagne dans une propriété qu'ils comptent exploiter. C'est l'échec. Alors ils se lancent dans l'étude des sciences, de l'archéologie, de l'histoire, de la littérature. Ils veulent tout comprendre, même l'amour. Cependant, ils ont plus d'ambition que de moyens. Flaubert meurt avant d'avoir achevé son roman. Seulement 9 chapitres du roman sont mis au net. Pour le 10e chapitre, les scénarios laissés par Flaubert indiquent clairement comment l'ouvrage devait se terminer. Le dictionnaire des idées reçues, inachevé. Maxime Ducamp, dans Souvenirs littéraires, 1882-1883, mentionne le projet de Flaubert sur le dictionnaire des idées reçues comme un projet de jeunesse, entre 1843 et 1845, qu'il aurait conçu avec son texte Novembre. C'est un écrit qui rassemble les lieux communs, des phrases toutes faites dont il est friand. La correspondance de Flaubert permet de reconstituer l'origine du projet et la naissance de l'idée du dictionnaire. Pendant la rédaction de son premier roman, Flaubert écrit à Louise Collet, en mars 53. L'absurde ne nous choque pas du tout, et nous voulons seulement qu'on l'expose, et quant à le combattre, pourquoi ne pas combattre son contraire, qui est aussi bête que lui et tout autant. Et il rajoute dans une lettre à Louise Bouillet, le 5 juillet 54, « Nous ferons le ballet astronomique, une féerie, des pantomimes, le dictionnaire des idées reçues, des scénarios, des bouts rimés. » Fermez les guillemets. C'est le travail de toute une vie. Ainsi Flaubert écoute et travaille sur le discours social commun du XIXe siècle. Il en extrait des idées reçues, en faisant parler ses personnages, puis il les consigne dans ce qui sera le dictionnaire des idées reçues. On relève une 50aine d'expressions dans ses romans. L'ouvrage est publié à titre posthume en 1910, chez Louis Canard. 4 femmes de Flaubert. Flaubert n'a eu qu'une femme dans sa vie, sa mère. Les autres, les amoureuses, les filles de joie, les amitiés féminines, les correspondantes, sa nièce Caroline ont fait partie de son existence à certains moments. Voici 4 femmes qui ont marqué sa vie, tant passionnément qu'amicalement. Elisa Schlesinger, l'unique passion. Pour les grandes vacances, la famille Flaubert va à Trouville. La station balnéaire n'est qu'un modeste village de pêcheurs. Une fois, elle descend à l'hôtel de l'Agneau d'Or. Gustave aime se promener seul, il a presque 15 ans, est un beau jeune homme aux cheveux châtain clair et au regard vert. Il a une allure svelte et athlétique. Un matin, il voit une cape rouge rayée de noir qui risque d'être emportée par les flots. Il la remonte sur la plage. Le jour même, au déjeuner, une voix de femme l'interpelle. C'est la propriétaire de la cape qui le remercie de son geste. On pourrait dire que c'est le coup de foudre. Pour lui. Tous les matins, il va la voir se baigner. Elle s'appelle Elisa Schlesinger. Elle a 26 ans et un bébé qu'elle nourrit à son sein. Il devient timide soupirant, accompagnant le couple dans ses promenades. Il est percuté par cette passion. C'est un chaos dans son cœur. Il écrira dans Mémoires d'un fou, en 1838, ce qui s'est passé à Trouville. Voilà guillemets. Si je vous disais que j'ai aimé d'autres femmes, je mentirais comme un infâme. Fermez les guillemets. Louise Collet, la muse exigeante. En juillet 1846, Gustave Flaubert se rend à Paris pour commander à Pradier un buste de Caroline, sa sœur défunte. Flaubert remarque une jolie blonde, lui qui préfère les brunes, une beauté plantureuse, Louise Collet. Pour Flaubert, c'est une beauté grecque, il a un coup de foudre. Pradier les présente. Louise a 36 ans et Gustave 25. C'est une femme de lettres, au talent reconnu. Louise est une femme libre. On ne compte plus ses aventures amoureuses. Elle a épousé Hippolyte Collet, un flûtiste, et le couple est monté à Paris. Elle rencontre Chateaubriand, Sainte-Beuve, et obtient des préfaces et des recommandations chez les éditeurs, des subsides et des appuis pour les prix littéraires. Elle devient la maîtresse de Musset,
d'Alfred de Vigny, du philosophe et ministre de l'Instruction publique Victor Cousin, qui lui obtient une pension de roi. Elle écrit beaucoup, sans avoir le temps de travailler ses textes, et Flaubert le lui reproche. Sa poésie est dans la veine des romantiques. Elle rédige également des articles de mode pour gagner sa vie. Certes, Louise joue de son pouvoir sur les hommes, mais elle veut faire une carrière de femme de lettres. Elle écrit des vers, comme on respire. Après 2 promenades en calèche, elle succombe et devient sa maîtresse. Gustave est vraiment amoureux de Louise. Elle est très exigeante et lui demande de lui écrire 1 lettre par jour. Flaubert veut l'aimer comme il l'entend. L'amour passe en second pour Flaubert. Ce n'est pas l'absolu de son existence. Dès le début, la liaison est frustrante pour Louise. Flaubert l'aime, mais ne quitte pas Croisset, ou que très rarement. Il refuse d'être dérangé dans son travail et reproche à sa maîtresse son sentimentalisme. La liaison est discontinue et chaotique. C'est une source de souffrance constante pour Louise. Dans les Mementos de Louise Collet, on peut lire à la date du 16 juin 1851, voilà les guillemets, hier, tristesse dans la journée. Après dîner, Ferrat arrive. Il m'apprend que Gustave est ici. Il le savait depuis 3 jours. Fermez les guillemets. Le 17 décembre 1853, Flaubert lui répond « Ah, Louise, chère et vieille amie, car voilà bientôt 8 ans que nous nous connaissons. Tu m'accuses, mais t'ai-je jamais menti? Où sont les sentiments que j'ai violés et les phrases que j'ai dites, que je ne redise point? Qu'y a-t-il de changé en moi, si ce n'est toi ?» Gustave Flaubert la quitte, en pleine écriture de la Bovary. Kouchouk Hanem, l'exotisme en puissance. Parmi les femmes qui ont compté dans la vie de Flaubert, il en est une dont on parle peu, mais qui est présente au moment de son voyage en Orient. C'est Kouchouk Hanem. On retrouve son nom dans les notes de son voyage en Égypte et dans sa correspondance. Gustave rencontre cette jeune danseuse qui pratique le commerce de ses charmes, alors qu'il est à Énée, le matin du 6 mars 1850. Ouvrez les guillemets. Sur l'escalier, en face de nous, la lumière l'entourant et se détachant sur le fond bleu du ciel, une femme debout, en pantalon rose, n'ayant autour du torse qu'une gaze d'un violet foncé. Elle venait de sortir du bain. Sa gorge dure sentait frais, quelque chose comme une odeur de térébenthine sucrée. Elle a commencé à nous parfumer les mains avec de l'eau de rose. Flaubert est envoûté par cette courtisane, grande et splendide créature, plus blanche qu'une arabe. Elle est de Damas, sa peau, surtout son corps, est un peu cafeté, ses yeux noirs démesurés. Elle portait une tarbouche large. Elle a sur le bras droit, tatoué, une ligne d'écriture bleue. Écrit-il dans ses notes du voyage en Égypte. Il passe plusieurs nuits avec Kouchouk, qui lui plaît beaucoup. Elle s'endort, la main dans la mienne, les doigts entrecroisés. Fermez les guillemets. Les passages dans ses notes sont très sulfureux. Dans sa correspondance, Flaubert minimise le souvenir de cette femme auprès de Louise Collet, qui exprime ouvertement son mécontentement et sa jalousie. Voilà les guillemets. Pour Kouchouk Hanem, rassure-toi et rectifie en même temps tes idées orientales. Sois convaincu qu'elle n'a rien éprouvé du tout. Au moral, j'en réponds, et au physique même, j'en doute fort. La femme orientale est une machine, rien de plus. Elle ne fait aucune différence entre un homme et un autre homme. Lettre du 27 mars 53 à Louise Collet. Bien sûr que Gustave connaissait le caractère jaloux de Louise, et il lui ment. Fin septembre 57, dans un article écrit dans le Courrier de Paris, intitulé Le réalisme, George Sand défend Madame Bovary. George Sand, l'ami littéraire. Dès l'apparition de ce livre remarquable, dans notre petit coin, comme partout, je crois qu'on s'écria « Voilà un spécialiste très frappant et très fort de l'école réaliste. La chose est exécutée de main de maître, et pareil essai est digne d'admiration. Il y a dans ce livre un douloureux parti pris qui ne se dément pas un instant, preuve d'une grande force d'esprit ou de caractère, preuve à coup sûr d'une grande netteté de talent. Si l'un est un écrivain à scandale, l'autre est une femme romancière aux mœurs scandaleuses. Quant aux contraintes de son époque, leur rencontre aurait pu être incertaine pour de multiples raisons.
La différence d'âge, le mode de vie. Il faut admettre que George Sand est reconnu alors que Flaubert n'a que 21 ans et se rêve écrivain. C'est en mai 1856, un dîner au restaurant Magny, où seuls les hommes sont habituellement admis, que Dumas fils et Sainte-Beuve les présentent. Georges opère son charme sur Flaubert en portant une robe fleur de pêcher, une toilette avec une intention, d'après les Goncourt, de séduire le romancier. Gustave sait que Georges est trop âgé. Elle a 62 ans et lui 45. Il préfère l'aimer, l'estimer et ne pas avoir de rapport intime avec elle. Pour lui, c'est une des situations les plus idéales. En août 66, Sand lui écrit « Je serai mardi à Rouen, le 28, à 1h. Je m'arrangerai en conséquence. Laissez-moi voir Rouen, que je ne connais pas. Ou faites-le-moi voir, si vous avez le temps. » Elle vient à Croisset et est reçue comme un coq en pâte, entre guillemets. Le jour de son arrivée, Gustave lui fait visiter la ville et le lendemain, ils prennent le bateau pour La Bouille. George Sand passe 3 jours à Croisset. Flaubert en profite pour lui lire La Tentation de Saint-Antoine. Elle trouve cette œuvre superbe, entre guillemets. Puis de retour à Paris le vendredi, elle lui adresse une lettre de remerciement. Ouvrez les guillemets. Je suis vraiment touché du bon accueil que j'ai reçu dans votre milieu de chanoine, où un animal errant de mon espèce est une anomalie, qu'on pouvait trouver gênante. Au lieu de ça, on m'a reçu comme si j'étais de la famille, et j'ai vu que ce grand savoir-vivre venait du cœur. Fermez les guillemets. Alors il commence à s'écrire régulièrement, le vouvoiement dure les 2 premières années, puis à partir de fin 87, Sand signe « Ton vieux troubadour qui t'aime ». Pour Flaubert, il écrit le plus souvent « Cher maître ». Mais il gardera tout le temps le vouvoiement. Flaubert signe tantôt de sa signature, Gustave Flaubert, ou « Votre vieux », ou encore « Votre Cruchard qui vous aime ». Leurs conversations épistolaires sont d'ordre philosophique, politique, littéraire, privé. Ils ont tous les deux un esprit ouvert au siècle et même à celui d'après. Pendant des années, George Sand et Gustave Flaubert, si différents et pourtant si proches, ont multiplié les occasions de confronter leur vérité de raison et de sentiment. Les objets de Flaubert. Citation. Marcel Proust. Les objets contiennent l'esprit de ceux qui en font l'usage et sont imprégnés de la vie de ceux qui en ont été les propriétaires. Des objets du grand maître. Après la mort de Flaubert, le notaire, maître Bidault, s'occupe de la succession de la maison de Croisset. Et comme c'est un homme précis, chaque chose y est consciencieusement inventoriée. Sans se montrer voyeur, il est intéressant de connaître l'intérieur de la maison du grand maître, à part des objets bourgeois comme des rideaux brochés ou des portières en étoffe, des tables de noyer ou d'acajou, des fauteuils et des canapés de chêne sculptés à fond élastique recouverts de moleskine, matelas et dessus de lit en laine, il y a des objets flaubertiens. Dans cette série, on trouve des babouches, un panama, divers vêtements algériens, de ses voyages en Orient, et d'ailleurs, comme une aquarelle représentant une napolitaine. C'est sans compter des peaux de bêtes sauvages, tigres, lynx, ours blancs. Cela nous brosse un homme. Sur son bureau, il y a un encrier en bronze qui contient quelques gouttes d'un liquide noir, mais pour d'autres c'est un océan et moi je me noie. Lettre à Ernest Feydeau en avril 57. Un presse-papier en marbre, un porte-plume représentant un dragon, 3 couteaux à papier, dont un marqué des initiales de Gustave Flaubert, puis une montre remontoir à double boîtier portant les mêmes initiales, une chaîne de gilet en or, une chevalière et une blague à tabac. On peut complètement habiller et imaginer Gustave Flaubert campé dans son bureau. Au premier abord, on trouve une bibliothèque des plus communes, avec des atlas, le Littré, des manuels d'archéologie historique ou religieuse et des itinéraires de voyage. Cependant, chose peu commune, on trouve aussi des œuvres appartenant à des amis, certaines dédicacées par son, entre guillemets, cher maître, George Sand, et d'autres de Montaigne, Shakespeare, Tacite, puis les romans de personnes plus proches comme Zola, Daudet, Tourguenieff et Garpeau. Sur un rayon des œuvres, et plus particulièrement Madame Bovary, qui a causé tant de scandales. Le notaire découvre un manuscrit inachevé de l'ouvrage Bouvard et Pécuchet que Flaubert composait au moment de son décès. Maître Bidault doit fixer le prix pour son inventaire. D'ailleurs, ces papiers valent-ils même quelque chose? Alors, il renonce à les estimer. Flaubert est la sainte
Polycarpe. Une lettre de Maupassant pour la fête de la Saint-Polycarpe du 27 avril 1890. Charles Lapierre, directeur du journal de Rouen, veut sortir Gustave Flaubert de sa dépression. Ce sont des farces sous enveloppe qui sont envoyées par ses amis. Flaubert les reçoit pendant son déjeuner ou dîner. La sonnerie retentit et ses petits cartons le font rire. Rien de mieux pour remonter le moral. Illustre saint, depuis que vous avez fait un livre sur mon patron Saint-Antoine, l'orgueil je l'ai perdu, il est devenu insupportable. Il est pis qu'un cochon, sauf de respect que je dois. Je ne pense plus qu'aux femmes et à un tas de vilaines choses. Il me fait des propositions obscènes qu'il en est dégoûtant. Bref, je ne peux rester avec lui, et je viens vous demander si vous voulez bien de moi. Je ferai ce que vous voudrez, même des cochonneries. Je suis votre humble serviteur, le cochon de Saint-Antoine. Orthographe fantaisiste, bien sûr. Les amis de Flaubert et la blague de la Saint-Polycarpe. Les amis de Flaubert sont-ils duchampiens avant l'heure? Dans notre ville de Rouen, rien d'étonnant. Ses proches souhaitent, avec humour et éclat, à Gustave Polycarpe Flaubert, sa fête, le 27 avril. La cérémonie a lieu en 1879 et se renouvelle en 1880. En effet, Flaubert se reconnaît pour patron Polycarpe de Smyrne, prêtre puis évêque, mort martyrisé vers 167. Flaubert parle à Louise Collet pour la première fois dans une lettre écrite du 21-1853, pendant l'écriture de la Bovary. Polycarpe avait coutume de répéter, en se bouchant les oreilles et en s'enfuyant du lieu où il était, « Dans quel siècle, mon Dieu, m'avez-vous fait naître ?» Je deviens comme saint Polycarpe. La bêtise de tout ce qui m'entoure s'ajoute à la tristesse de ce que je rêve. Flaubert se voue doublement à saint Polycarpe, car ils ont bien des choses en commun. Ce saint est misanthrope, même s'il vivait au IIe siècle. Flaubert se l'approprie au présent, trouvant un parallèle dans la société avec laquelle il vit. Tous ses amis sont informés de l'identification de Flaubert avec Polycarpe, bien que Gustave ait déjà Saint-Antoine comme patron, s'étant retiré à Croisset dans son désert, à la différence de Polycarpe qui reste auprès de ses congénères. C'est ainsi que chacun d'eux lui envoie ce jour-là une farce, sous une forme écrite. L'organisateur est Charles Lapierre, et d'autres comme Léonie Brenne, sa sœur, Valérie Lapierre, et l'actrice Alice Pasca, que Flaubert appelle ses trois anges. Aussi Henri Brenne, Guy de Maupassant, un bel aréopage.